Oh là là, c'est une question vaste. Je suis d'abord un militant de la lutte contre le sida, un militant pour le droit de mourir dans la dignité et pour l'égalité, notamment pour les personnes LGBTQI+. Et je suis aussi élu, puisque je suis actuellement et jusqu'au 28 juin maire adjoint du 12e arrondissement de Paris, chargé de la culture, et conseiller régional d'Île-de-France, chargé aussi d'être un ambassadeur d'une Île-de-France sans sida. Voilà. Pas d'abord parce que j'ai appris très jeune que j'étais séropositif. Et donc, évidemment, confronté à un virus qui, à l'époque, était un virus qui fait quand vous l'appreniez, c'était comme un arrêt de mort qu'on vous annonçait. Donc, je pensais que j'allais en mourir. Et j'ai eu cette espèce de réflexe qui a été, plutôt que de me laisser aller et d'attendre que les choses passent, de vouloir prendre les choses en main, être un acteur de ma propre santé et être surtout un militant de la lutte contre le sida, parce que c'est un virus, une pandémie qui est très stigmatisante. Les gens montrent du doigt les personnes séropositives qui sont toujours obligées de se cacher, même aujourd'hui en 2020. Et donc, eh bien, ce que je vivais m'a donné envie de transformer quelque part mon combat individuel en un combat collectif. Qu'est-ce que j'ai appris sur l'humain? C'est qu'il y a de tout dans l'humain. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une générosité, une bienveillance tout à fait exceptionnelle, et puis il y a de l'autre côté des gens qui sont pas, comment dire, très sympathiques et très gentils. Je pense que on est dans un pays où malheureusement on a du mal déjà à vivre le moment présent, qui est quand même une des choses essentielles. Je pense que apprendre à apprécier le moment présent, c'est aussi quelque part peut-être apprécier un peu plus les autres, faire attention aux autres. Et on est dans une société où on est toujours obligé d'anticiper, on est toujours voilà, à se demander ce qu'on va faire demain, à craindre des problèmes. Et pendant ce temps-là, on ne profite pas des moments. Et puis, on ne fait pas attention aux gens qui sont. Et c'est en cela où je trouve que notre société est parfois difficile, contrairement à certaines sociétés asiatiques, où là, il y a cette volonté et cette nécessité parfois de vivre le présent et non pas d'être toujours dans une anticipation qui est à la fois idiote parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, la vie est ainsi, qu'on ne sait pas où on sera dans 2 heures, on sait juste où on est à un moment précis. Et en France, on a beaucoup de mal parce que tout le boulot, la carrière, etc., vous pousse à toujours réfléchir à demain, et demain qui est quand même un jour tout à fait hypothétique. Moi, j'ai toujours été un militant qui s'est toujours battu pour des causes, parce que je pense que c'est essentiel, et parce que j'estime qu'on est là aussi pour rendre ce que la société nous donne. Moi, j'ai eu la chance, je suis d'une famille d'origine espagnole qui avait pas de moyens. Cette république m'a permis de faire des études grâce à des bourses, d'avoir des diplômes, et donc quelque part de permettre d'avoir en tout cas une vie professionnelle mieux assurée. Et quand on a reçu tout ça, je pense qu'il faut aussi redonner. Et redonner, c'est à la fois se mobiliser pour des causes, et des causes dans lesquelles, paradoxalement, vous donnez, mais on vous donne aussi. Et donc, je pense qu'il y a une réciprocité qui fait que moi, j'ai en tout cas un besoin d'avoir des contacts, de me battre pour des causes, de me battre avec des gens pour essayer de faire avancer cette société qui, quelque part, est souvent bloquée par des petites choses. Et je pense qu'il faut qu'on soit un certain nombre à tous nos niveaux, bas, haut, dans l'échelle sociale, dans l'échelle professionnelle, tout faire pour que, en tout cas, cette société aille vers plus de bienveillance, moins de haine, comme on le voit aujourd'hui, et qu'une partie des réseaux sociaux incite aussi quelque part. Voilà, donc se battre pour mettre l'humain au centre de toutes les décisions politiques, parce qu'on a souvent oublié que quand on prend des décisions sur le Covid, c'est d'abord sur des femmes et des hommes. Et on voit bien qu'on crée un comité scientifique, dedans il n'y a même pas un représentant des usagers de santé, c'est-à-dire des malades.
quand même un peu étonnant. Et voilà, de me battre justement pour qu'on prenne aussi un peu plus en compte la parole des personnes qui sont concernées, et notamment dans le cadre de la maladie, la personne malade. Enfin, moi, je considère que certains pensent qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. À cause de leur religion, certains disent votre corps ne vous appartient pas. Moi, j'ai tendance à penser que dans une république laïque, chacun a le droit de croire en ce qu'il veut, et il doit être protégé dans ses croyances, mais ces croyances ne doivent pas s'imposer à comment dire, à tous les autres. Et pour moi, si vous voulez, on n'a pas choisi de naître, par exemple, mais on a, à partir du moment où on est né, on s'appartient à soi-même. Et donc on est capable de juger quelle est notre propre dignité, notre propre liberté. Une femme, si elle veut avorter, elle doit avoir cette liberté de pouvoir le faire. Et je pense que sur la question de la fin de vie, qui est une question sur laquelle je milite énormément, eh bien, les femmes disaient mon corps m'appartient, et moi j'ai envie de dire ma mort m'appartient. C'est à nous de décider les choses, et cette notion de liberté, elle est liée jusqu'aux questions les plus intimes qui nous concernent, puisqu'elle est liée notamment à la question de la fin de vie. Et je pense que cette liberté, qui aujourd'hui n'existe pas dans notre pays, elle doit être accordée, et accordée rapidement. Réaliser ses rêves, c'est à la fois difficile et c'est à la fois possible, parce qu'évidemment, ça dépend quel rêve on a. Même si on dit que tout peut être atteignable, je suis pas sûr que ce soit. Il faut être raisonnable aussi dans sa façon de rêver. Je pense que d'abord, il faut être bien avec soi-même. Je pense qu'on ne peut rien faire si on n'arrive pas à résoudre l'équation de savoir qui on est. Quelles sont nos capacités, jusqu'où on peut aller. Et à partir de ce moment-là, eh bien oui, on peut accomplir en tout cas une grande partie de ses rêves. Mais il faut d'abord être bien avec soi-même, être bien avec son environnement, être bien avec ses proches, pour pouvoir aller au bout d'un engagement, au bout d'un rêve, qu'il soit professionnel, qu'il soit humanitaire, qu'il soit simplement un voyage. Certains peuvent, pendant une vie, rêver de découvrir une civilisation, un monde, et je pense qu'on peut vraiment y arriver, mais il faut être bien avec soi-même, et il faut avoir après cette volonté d'aller au bout de ses rêves. Il y a forcément des choses qui vous transforment dans la vie. C'est souvent plus des choses qui sont malheureuses que des choses heureuses, hein. Bon, moi, quand j'apprends à 27 ans que je suis atteint du VIH, c'est évidemment une date très forte et qui a beaucoup changé ma façon d'être et ma façon de vivre, parce que quand on apprend à bien moins de 30 ans qu'on a soi-disant à l'époque une maladie mortelle, c'est comme une épée de Damoclès qu'on a sur la tête, donc vous voyez les choses autrement, et cette date a été, je crois, extrêmement déterminante, comme plus positivement quand en 1995 ils trouvent des nouveaux traitements qui permettent aux personnes séropositives non pas d'être guéries, mais de vivre. C'est quand même une vraie révolution, parce qu'on était prêt à mourir. Comme étaient morts des milliers de personnes avant nous, qui n'avaient pas eu la chance de tenir jusqu'à l'arrivée de ces traitements. Donc c'est forcément une date très très importante pour moi. Et après, et c'est ce que je raconte dans ce livre Plus vivant que jamais, c'est la mort de mon compagnon le 25 mai 2018, et qui là est une vraie question. Il était beaucoup plus jeune que moi. Il est mort dans des conditions tragiques, et puis j'imaginais comment dire que après m'être occupé de tant de gens, il y aurait quelqu'un qui pourrait s'occuper de moi, et le jour où je serai en fin de vie, et de se rendre compte qu'au final non, et qu'on va être seul. Évidemment que ça pose des questions, et ça demande de revoir la vie un peu autrement. Mais c'est souvent d'ailleurs dans le négatif qu'on avance, paradoxalement, puisque toutes ces expériences, au final, on se rend compte des mois plus tard qu'elles vous obligent à changer des choses dans votre vie pour peut-être vivre mieux, pour être plus en harmonie avec ce que vous êtes, voilà, pour être serein, pour retrouver une certaine dignité.
rien sans les autres. On ne se fait et on construit sa vie que par rapport aux autres. Alors, il ne faut pas non plus que tout soit basé sur le regard des autres. Il faut d'abord que ce soit notre propre regard pour accepter la personne qu'on est. Mais bien sûr, je pourrais remercier des gens qui m'ont toujours accompagné dans mes combats. Je pense à Philippe Loyac, des gens qui m'ont beaucoup aidé ces dernières années après la mort de mon mari. Je pense à Anne Hidalgo, à Valérie Trierwiller. Comment dire, je pense voilà globalement à tous ces gens qui sont présents dans le malheur. Parce que c'est très facile d'être là quand les gens vont bien, d'aller au restaurant, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma quand tout va bien. Par contre, c'est là où on se rend compte de l'importance de certaines personnes qui n'étaient pas forcément les plus importantes pourtant dans votre environnement, mais qui dans l'adversité vont se révéler très positives et vont vous permettre de découvrir qu'autour de vous, vous avez des gens d'une grande bienveillance et qui, dans les pires moments de votre vie, un décès, notamment un décès brutal, sont là. C'est vrai que là, je vais développer dans les semaines qui viennent un peu un discours sur les drogues de synthèse que j'évoque dans mon nouveau livre parce que mon compagnon est mort d'une overdose et donc de la prise de ces drogues de synthèse. Et je veux alerter les gens, non pas dans un moralisme qui serait complètement stupide, mais leur dire faites attention, aujourd'hui il n'y a rien qui est fait pour faire de la prévention sur les drogues de synthèse, sur ce qu'on appelle le chemsex aussi, qui est que le sexe, une partie des gays pratiquent sous prise de produits, et que aujourd'hui les gens ne savent pas quand ils prennent des produits les risques qu'ils prennent, surtout s'ils prennent un autre produit, les risques de mésusage. Et je pense qu'il faut qu'on change de politique parce que la politique de la prohibition, elle a montré ses limites. Elle a montré que plus on interdisait le cannabis, plus les gens en prenaient, puisqu'on est un des pays les plus touchés par ça. Et qu'on voit qu'il y a des pays qui ont eu du bon sens, comme le Portugal, qui ont su dépénaliser les drogues et qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation qui est bien meilleure que la nôtre parce que leurs drogues peuvent être testées dans les soirées, etc. Et que le phénomène qu'on vit dans des pays comme le nôtre est tellement grave avec tellement de gens qui mourront dans les années qui viennent. Voilà, et c'est pour ça que moi j'ai voulu, à travers ce livre, raconter l'histoire de Christophe pour pas résumer sa vie à sa fin de vie et pour quand même évoquer cette question et dire qu'aujourd'hui les politiques doivent s'en saisir immédiatement parce qu'on ne peut pas accepter que toutes les semaines il y ait des boîtes entières de gâteaux, de presque qui soient comment dire, gardés. Enfin, on est quand même dans une situation où il y a de plus en plus vraiment de personnes qui utilisent ces produits et de plus en plus de personnes qui font des comas, de plus en plus de personnes qui en meurent et l'opinion publique ne s'en rend pas compte. Les parents ne se rendent pas compte. Et je pense qu'il faut expliquer qu'aujourd'hui, il faut donner une information et une prévention très forte sur tous ces produits. Les gens après font ce qu'ils veulent. Moi, je suis pour une certaine liberté, mais qu'ils sachent ce qu'ils prennent et qu'ils sachent surtout que s'ils prennent un produit et qu'ils en prennent un autre à côté, il faut qu'ils soient sûrs que ces deux produits soient compatibles parce que malheureusement, c'est ce que ne savent pas beaucoup de jeunes et moins jeunes, c'est que certains produits pris entre eux peuvent vous entraîner une overdose et vous faire mourir. Et donc ça, c'est en tout cas un des derniers combats que je veux mourir, que j'ai initié dans ce livre Plus vivant que jamais, et où je pars encore une fois de plus du drame personnel que j'ai vécu en 2018, la perte de mon conjoint qui a utilisé ces drogues de synthèse et qui était pourtant informé. Et je me dis, voilà, il y a plein de Christophe en France et ailleurs qui prennent ces produits sans vraiment comprendre les risques qu'ils prennent et en même temps des pouvoirs publics en face qui sont incapables de mettre en œuvre des mesures qui vont permettre une vraie prévention et information sur ces produits totalement méconnus en 2020.